Bonjour à tous et bienvenue. 10 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, RFI organise ce jeudi 2 novembre à Abidjan la 10e édition de la bourse qui porte leur nom. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Créée par Radio France Internationale en hommage à ces deux reporters assassinés dans le nord du Mali, que représente la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon? Les explications de Ève Bouy. La bourse RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon sélectionne chaque année sur présentation de dossiers 20 jeunes gens, 10 journalistes et 10 techniciens de reportage. Ces personnes sélectionnées participent à un programme de stage de 2 semaines. 2 lauréats sont désignés plus tard pour bénéficier d'un stage d'1 mois à Paris. La bourse a été créée en 2014 pour rendre hommage et perpétrer la passion et l'expertise des 2 reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali. Ils étaient en reportage. De ce drame, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 2 novembre Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. La 10e édition de la bourse RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon se déroule à Abidjan. Au-delà des festivités qui accompagnent la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, RFI commémore le double assassinat de ces reporters survenus dans le nord du Mali le 2 novembre 2013. 10 ans après, des interrogations demeurent. Où en est l'enquête? Peut-on encore exercer sereinement la profession de journaliste sur le continent? À quoi doit-on s'attendre pour la 10e édition? Et comment travaille Radio France Internationale? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Marie-Christine Saragosse, présidente directrice de France Média Monde. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, de prime abord, pouvez-vous nous présenter le groupe que vous dirigez, France Média Monde? Alors, France Média Monde, c'est un groupe public, indépendant, qui regroupe une radio historique, Radio France Internationale, qui est bien connue du continent, une télévision, France 24, et une autre radio qui est moins connue ici, qui s'appelle Monte Carlo Doualiya, qui est une radio de langue arabe. Le groupe, au total, diffuse en 21 langues sur l'ensemble de la planète, en radio, en télé, donc, mais aussi sur le numérique, et dans ses sites propres, ses environnements propres, mais est très massivement présente sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'en 2022, il y a 260 millions de personnes chaque semaine qui ont été en contact avec nos programmes dans une de ces 21 langues que nous parlons, quelque part dans le monde. Et on a 100 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et l'année dernière, je donne les chiffres arrêtés 2022, on aura les 2023 un peu plus tard, c'est 3,4 milliards de vidéos et de sons qui ont été démarrés dans nos environnements. Et c'est en forte croissance, très forte croissance, malgré le fait qu'on a perdu de l'audience dans certains pays africains où on a été coupé. Alors, vous traitez principalement de l'actualité internationale et notamment africaine. Déjà, pour quelles raisons Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient à Kidali le 2 novembre 2013, le jour de leur disparition? Mais c'était les Assises du Nord qui avaient lieu à Bamako. C'était un moment où, sans doute, une partie des intervenants espéraient une réconciliation. Et donc, pour être sûr que tout le monde ait la parole, pour que ce soit un débat équilibré, parce que c'est un des thèmes de notre déontologie, l'équilibre des points de vue, Ghislaine et Claude étaient partis à Kidal, où ils étaient déjà allés au moment des élections présidentielles l'été précédent. Et ils y sont retournés dans une ville qui était désarmée, en principe. Et ils ont été donc enlevés, le véhicule est tombé en panne, et ils ont été sauvagement et bêtement assassinés. Et depuis, on vit avec cette douleur, nous, leur famille. Et c'est pour ça qu'est née l'idée de cette bourse. On va en parler. Ils ont donc été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. 10 ans après, que sait-on? Où en est l'enquête? Alors, on a la chance d'avoir un juge très remarquable, je me permets de le dire. Je ne sais pas si on a le droit d'avoir un avis sur les... C'est un juge d'une grande rigueur qui enquête minutieusement. On a des avocats formidables, dont l'avocat de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, Marie Dosé. Cette association, elle s'est constituée précisément pour suivre l'enquête et faire qu'elle aille le plus loin possible. Et donc, il a réuni les parties civiles, dont France Média Monde fait partie, il y a quelque temps.
Là, en ce moment, la difficulté, c'est que le Mali, comme vous le savez, c'est pas très accessible. Donc, il est un peu entravé dans les derniers éléments de son enquête, mais il a beaucoup avancé. On sait qui étaient les protagonistes, qui étaient les commanditaires. Des djihadistes? Oui, d'AQMI. Et on sait aussi qui est toujours vivant et qui ne l'est plus. Et l'espoir fou qu'on garde tous, c'est que un survivant puisse être enfin appréhendé pour qu'un procès ait lieu. Personne n'a été arrêté jusqu'à présent? Non, il y a des gens qui ont, comme on dit, été neutralisés parce que c'est des zones d'affrontement, mais pas arrêtés pour qu'un procès puisse s'en suivre. Et c'est ça la douleur des familles, la douleur des collègues. C'est que pour faire poindre la vérité, il n'y a pas eu de tribunal. Et donc ils ont peur sans doute que tout le monde disparaisse sans connaître. Mais le procureur, je me souviens dès le départ de l'enquête, il y a 10 ans, la procureure, c'était une femme, m'avait dit « Le plus dur, vous allez voir, pour les familles, mais pour vous aussi, pour les collègues, c'est de faire le deuil des derniers instants, parce que vous ne saurez jamais. » Elle m'avait dit ça, je me souviens, on était un peu atterrés et on pensait que ce n'était pas possible. Mais au fur et à mesure que les gens disparaissent, il nous manque. Et c'est ça la douleur, je pense, de la mère de Ghislaine et de la fille, de la sœur de la mère de Claude. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment? Et on vit avec cette douleur-là. Mais quelques mots justement sur ces deux personnalités, ces confrères. Quelles étaient leurs particularités ou leurs spécificités dans l'exercice de ce métier? Alors... De Claude, on disait que... Et alors lui, Claude Verlon, le technicien hors pair, il disait l'important c'est d'émettre, en faisant un merveilleux jeu de mots sur l'important c'est d'aimer. Et on disait de lui qu'il était capable de faire pousser des radios même dans le désert, même sans électricité. Donc ça vous donne un peu l'état d'esprit. Et c'était un homme de reportage, de terrain. C'est ça qu'ils avaient en commun. Ghislaine, elle était à la fois une femme joyeuse, parce que le petit surnom qu'elle avait, on l'a surnommée un peu Coupette parce qu'elle aimait aussi les bulles de champagne. Mais c'était une femme qui était d'un engagement, d'une rigueur professionnelle. Et quand elle est décédée, moi j'ai reçu des témoignages de partout, de RDC, mais beaucoup de Côte d'Ivoire. Et est-ce que je peux dire que la première personne qui m'a appelée, il s'appelle Alassane Ouattara, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, que je venais de quitter il avait souhaité décorer à titre posthume Jean Hélène, autre journaliste de RFI qui avait été assassiné, lui, en 2003, et à Abidjan. Et il avait fait une cérémonie. Et donc j'étais venue, et à peine étais-je repartie que nos deux reporters étaient assassinés au Nord Mali. Et c'est donc Alassane Ouattara qui m'a appelé le premier de tous les chefs d'État. Suite à ce drame, vous avez décidé de créer la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Pour quelle raison? Mais parce que, en fait, je sais pas, je souhaite à personne d'avoir vécu comme ça un assassinat, parce que c'est pas la mort seulement un assassinat, hein. C'est quelqu'un qui a décidé de vous ôter la vie, qui vous l'arrache. C'est pas seulement la mort, vous voyez, ça va plus loin. Et donc on était paralysés, en fait, on était atterrés, paralysés dans la douleur. Et on s'est dit, mais qu'est-ce on peut pas rester juste avec ça et ne pas avancer, arrêter d'avancer. Il faut continuer à porter le flambeau, à le donner aux autres générations. Et l'idée de la bourse, l'idée de transformer faire que la douleur soit féconde et qu'on transmette un flambeau, une certaine idée de l'information, du journalisme de terrain à des jeunes Africains. Parce que eux, ils adoraient être en Afrique. Ghislaine y avait passé pas mal de temps et Claude passait son temps à être en reportage aussi sur le terrain. Donc on s'est dit, c'est là, c'est en Afrique. On sentait un appel aussi des jeunes journalistes africains qui en veulent, qui sont talentueux, qui n'ont pas toujours des conditions faciles. Donc on s'est dit, on y va. Et depuis, on ne pensait pas que ça allait devenir ça. Nos attentes ont été mais plus que comblées, quoi. C'est incroyable ce qui se passe autour de cette bourse. Mais justement, chaque année, la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon permet de former 20 stagiaires au métier de journaliste et de technicien de reportage et désigne 2 lauréats qui bénéficient de 4 semaines de formation à Paris. Que sont devenus tous ces bénéficiaires au fil des années? Alors bon, ils sont 200 donc. Hein. Alors je ne veux pas être exhaustive. Et demain, il y aura 20 lauréats. Là, on en est à 18 puisque demain, le jury est en train de délibérer pendant qu'on se parle là. Et donc, alors je ne peux pas dire tous. Il y en a qui ont été recrutés par RFI, c'est vrai, notamment des techniciens. Il y en a qui ont grimpé dans leurs propres médias, que ce soit public ou privé. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est, j'en sors là, ce matin, ils se sont constitués en association. Une association qui regroupe donc tous les lauréats
et qui va s'élargir aux stagiaires en général, et qui s'appelle Régie, avec un petit jeu de mots, je pense, parce que régie, technique, radio, tout ça, régie, ça veut dire réseau, le réseau Dupont-Verlon pour un journalisme d'investigation, Régie. Et ils veulent continuer à porter donc, une certaine exigence professionnelle par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement, et constituer un réseau finalement panafricain, parce qu'on est allé dans tous les pays, et on a même maintenant un appel à candidature panafricain. Donc là, il y a 10 nationalités ou 12 nationalités qui sont ensemble. Donc c'est même panafricain dans la façon qu'ils ont d'apprendre ensemble. Et donc ils se sont constitués pour faire leur boulot, pour se former, se former pour mieux informer, c'est le slogan. Et on est super fiers. Enfin moi, j'étais bouleversée ce matin de voir que ça y est, ils ont pris leur envol. C'est formidable et on va diffuser, sur le site d'RFI, leur premier podcast. Alors nous sommes à la veille de la 10e édition. À quoi faut-il s'attendre ? Alors bien sûr, comme pour chaque édition, il y a un moment intense. C'est le moment de la remise de la bourse à 2 jeunes journalistes et techniciens, ou techniciennes d'ailleurs, parce que je dois signaler que cette bourse a été un outil d'émancipation formidable pour les femmes. Il y a la présidente de l'association qui s'est lancée, c'est une des lauréates femmes. Et là, on a 4 stagiaires techniciennes, hein, ce qui n'existait pas trop il y a 10 ans, hein, des femmes qui étaient dans la technique. Donc, il y en a aussi sur ce plateau que je salue. Oui. Et donc là, il y aura ce moment-là qui est toujours un grand moment. Il y aura le moment où on va saluer la constitution de l'association, dont la marraine. Ils lui ont demandé ce matin, et donc on la verra. C'est Marie-Solange Poinceau, c'est la maman de Ghislaine, qui est la marraine de l'association. Et c'était bouleversant ce moment-là, parce qu'elle a l'impression... Ils lui ont dit qu'ils étaient ses enfants, puisqu'elle avait perdu sa fille. Et derrière, on va aussi diffuser donc un documentaire qui s'appelle Sahel, le désert de l'information, fait par France 24, qui sera diffusé sur France 24 aussi, hein, et qui est diffusé à Paris en même temps qu'à Abidjan, demain, et qui sera suivi d'un débat avec des participants à l'appel des 30. Je ne sais pas si vos téléspectateurs ont suivi, si vous avez suivi l'appel des 30. Le 3 mai dernier, qui est la journée internationale de la liberté de la presse, des médias africains, une trentaine, se sont élevés pour appeler à la mobilisation pour défendre la liberté de la presse dans la bande sahélienne. Et ils sont devenus 80, ces médias, après le coup d'État au Niger. Et ils disent que fait la communauté internationale, que font ces gouvernements. Nous devons pouvoir exercer librement ce métier qui est un pilier de la démocratie. Et donc ils seront, on fera un débat, on leur donnera la parole pour débattre de ce sujet, avec des gens prestigieux, des journalistes prestigieux, des témoins prestigieux, voilà. C'est comme ça qu'on célébrera en présence de 20 lauréats. C'est la première fois qu'ils sont réunis, tous les lauréats. C'est pour Abidjan. Pour la 10e édition. Pour la 10e édition qu'on voulait faire à Abidjan. Lors de la 68e session en décembre 2013 et à la demande de la France, l'Assemblée générale des Nations unies proclame le 2 novembre journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Actuellement, plusieurs conflits ont lieu dans le monde. Ouais. On a une dizaine de journalistes qui ont été tués récemment. Comment se prévaloir de cette résolution, leur organe de presse ou leurs proches? À quoi ça sert? Je pense que c'est comme la journée de la liberté de la presse du 3 mai. C'est des journées symboliques, c'est des journées de sensibilisation, c'est des journées d'appel à la mobilisation, de conscientisation pour la société civile. Parfois, peut-être nos téléspectateurs, là, en ce moment, ils reçoivent l'information sans mesurer les risques que courent parfois les journalistes pour amener une information certifiée de terrain. C'est un métier à risque, même sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui subissent la haine en ligne de façon violente parce que souvent les opinions sont polarisées, radicalisées. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes contre. Et donc, il n'y a plus une sorte de réserve, de place pour la nuance, pour le débat. Donc les journalistes sont en première ligne, tous les journalistes. C'est la grande famille des journalistes. Et ils ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés. Cette journée, ça permet de dire que serait un monde sans information professionnelle, certifiée, avec une déontologie. Mais que répondez-vous à ceux c'est parfois des autorités, comme des populations, qui nous disent, quand on assiste à un kidnapping ou un assassinat de journalistes, vous prenez
des décisions, des risques démesurés au nom du droit à l'information. Que leur répondez-vous? Alors moi, je réponds d'abord qu'aucun reportage ne vaut une vie. Donc, il ne faut pas prendre de risques démesurés. Ça, c'est ma position très nette. Mais le risque zéro n'existe pas. Dans ce métier, le risque zéro n'existe pas. Il peut advenir au coin d'une rue dans une manifestation qui semblait toute simple. Donc, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut se préparer, il faut se former, faire reculer le risque. C'est pourquoi nous sommes dotés, après l'assassinat de Ghislaine et Claude, d'une direction sûreté chez nous, donc on a un directeur sûreté, avec des procédures extrêmement rigides. Cartographie des risques, procédures en fonction de la couleur des risques selon les pays, formation et formation, toujours formation pour les zones dangereuses qui peuvent encore une fois ne pas être toujours aussi dangereuses qu'on le croyait, et aussi formation pour ne pas se laisser entraîner sur Internet dans des lynchages numériques qui peuvent être extrêmement déstabilisants. Et accompagnement psychologique des journalistes. Actuellement, vos collègues voient des images d'horreur au Proche et Moyen-Orient, après des images d'horreur au Maroc avec le tremblement de terre, après des images d'horreur en Libye avec les inondations. Vous n'êtes que des êtres humains. Au bout d'un certain temps, c'est insupportable d'être confronté à ça. Donc nous disons, il n'y a pas de surhomme et de surfemme. Nous avons besoin de soutien psychologique et nous le donnons autant que possible à nos journalistes pour faire face à la situation terrible parfois. Je voudrais qu'on revienne sur justement l'échange au début de cet entretien, parce que RFI, on a parlé du succès et de nombre d'auditeurs dont vous bénéficiez sur le continent, qui est indéniable, mais vous avez aussi l'interdiction d'émettre dans plusieurs pays africains. Pouvez-vous nous rappeler lesquels et surtout pour quelles raisons? Quelles sont les raisons qu'on avance lorsqu'on vous interdit dans un pays? Alors d'abord, nous sommes interdits en Russie, qui n'est pas un pays africain encore. Et nous sommes interdits également au Mali, au Burkina Faso et plus récemment au Niger. Alors les raisons sont variées. Nous sommes tantôt une chaîne de propagande, tantôt une chaîne de communication djihadiste, tantôt la radio des Mille Collines, tantôt une chaîne vendue aux uns, tantôt une chaîne achetée par les autres, tantôt ceci, tantôt cela, souvent de manière contradictoire. Nous sommes surtout, je crois, très puissants. Nous sommes surtout libres, indépendants. Et donc, nous sommes parfois terriblement gênants. En parlant d'indépendance, c'est l'un des reproches qui revient régulièrement. On vous reproche donc d'avoir un traitement biaisé de l'actualité africaine et notamment d'être, je cite encore une fois les propos qu'on entend un peu partout, d'être le porte-voix du Quai d'Orsay. Que répondez-vous? Vous pourriez me sourcer néanmoins votre fake news? Non, mais que répondez-vous? En fait, les gens remettent en cause l'indépendance vis-à-vis de l'État français. Je vais vous répondre, mais ce que je veux dire, c'est dis-moi qui tu es, je te dirai pourquoi tu dis ce genre de choses pour essayer de décrédibiliser des médias puissants. Non, on le voit sur les réseaux sociaux, la population. Mais tout ça n'est pas anodin et les réseaux sociaux ne sont pas le lieu de la vérité, loin s'en faut. Mais donc, pourquoi les gens... D'abord, c'est totalement faux. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes dans un régime démocratique dans lequel la Constitution, d'ailleurs, indique que l'indépendance du service public, c'est sa valeur constitutionnelle. Nous sommes régis par la loi, des décrets, etc. Moi, je suis nommée par une autorité administrative indépendante. Vous connaissez ça, vous en avez une ici. Moi, donc, je suis nommée par une autorité administrative indépendante. Nous venons d'être certifiés GTI, Journalist Trust Initiative, avec un score maximum qui coche toutes les indépendances. Nous sommes financés sur un compte d'affectation spéciale avec... non pas sur un budget d'État. Nous avons une charte déontologique, nous avons une commission de déontologie, nous avons un comité pour l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information et des programmes. Nous avons un tel nombre de signes, et s'il n'en fallait qu'un, je dirais que nos journalistes formés dans des écoles de journalisme libres sont insultés quand on tient ce genre de propos. Je ne connais pas un seul journaliste de France Média Monde à qui on pourrait dire « Tiens, tu vas inviter machin parce que c'est moi qui te le dis, parce que je suis le chef. » C'est pas comme ça que ça se passe. Formulons ça autrement. Est-ce que, au-delà de ces liens supposés ou avérés, en tout cas, vous les récusez, avec l'État français, est-ce qu'il n'y a pas peut-être, malgré vous, une lecture occidentalisée de l'actualité africaine? Alors, ça j'entends. Et je pense qu'il faut penser contre soi. Il faut apprendre à faire ça. Tout le monde doit apprendre à penser contre soi parce que c'est ce qui fait progresser. Donc c'est possible. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est possible.
Mais il y a 60 nationalités dans notre groupe. Il y a des bureaux ici, c'est-à-dire des rédactions délocalisées, vous savez, à Dakar, à Lagos, à Nairobi. Il y a des bureaux, dont un ici. Dans les correspondants, il y a beaucoup d'Africains. Dans la rédaction à Paris, pourrait y en avoir encore plus, mais il y en a pas mal aussi. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas monoculture. Néanmoins, moi, ce que je dirais, c'est la proximité. La proximité, ça nourrit la compréhension. Quand on parle de loin, forcément, c'est comme quand vous regardez la Terre d'un satellite, vous voyez moins de détails. C'est pour ça que moi, je crois à la proximité, à l'enracinement. Et que nous avons des projets, par exemple, pour lancer un décrochage africain de France 24. Par des Africains, pour des Africains, depuis l'Afrique. Parce que ce qu'on perçoit n'est pas pareil. Oui, mais ça vient quand même de France, même si c'est fait par les Africains. Non, ce serait en Afrique. Une rédaction en Afrique. Mais ça rattaché à votre média. C'est oui, le groupe. Vous voyez, je regarde, je me faisais la remarque, il y a 330 candidats cette année à notre bourse. 330 qui viennent de toute l'Afrique. Il n'y en a jamais eu autant. Je pense qu'ils parleraient mieux que moi de la déontologie et de la rectitude de notre groupe et de nos journalistes et de la façon de faire de l'info en toute indépendance. Et donc, je ne crois pas que les gens qui sont à Dakar, à Nairobi ou ailleurs reçoivent des ordres unilatéraux. Ils doivent respecter une ligne éditoriale, comme dans tout média. On ne peut pas, par exemple, être un partisan. On ne peut pas faire de la politique à l'entête. Mais on a le droit de débattre. Ça fait partie du pluralisme de la pensée. Et donc, je pense que la proximité, ça compte. La maîtrise de langue. Par exemple, quand vous parlez Fulfulde, Mandinkan, Swahili, Haoussa, Lingala, l'appréhension culturelle du monde est découpée par d'autres mots. Et donc, je pense que c'est très important, le plurilinguisme, et le fait d'avoir des locuteurs qui viennent de grandes langues africaines. Le Wolof, évidemment, aussi. Enfin, je veux dire, je ne les ai pas toutes citées. Mais vous voyez, cette démarche, qui est une démarche où on n'est pas en aplomb en train de regarder. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'entendre et d'écouter ce que les autres ont à me dire. Autre critique, c'est l'interview d'un djihadiste sur France 24. Déjà, le regrettez-vous? C'est une fake news. Alors, expliquez-nous, parce que on en a parlé juste avant le démarrage. Il n'y a pas un jour, je dois le dire pour nos amis, et quand vous voyez quelque chose qui vous semble bizarre, saisissez plutôt les observateurs de France 24 ou la cellule de débunkage, on dit pour les fausses infos de RFI, que de le relayer, parce que chaque jour, on est victime de fausses informations. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu d'interview. Il y a eu un questionnaire écrit qui a été envoyé par notre spécialiste du terrorisme, il en faut, Wassim Nasr, au patron d'ACMI. Et il a répondu par écrit. Nous ne passons jamais une voix de terroriste à l'antenne. Et il a fait une chronique. À partir des questions. Et il n'a pas donné la parole. Mais c'est devenu ça parce que, au fond, peut-être ça a arrangé certains de pouvoir nous accuser de ça. Vous savez, on nous accuse tout le temps d'agenda caché qui ne reflète que l'agenda caché de ceux qui nous accusent, en fait. Vous faites bien, donc, de répondre à ces interrogations. Maintenant, juste déjà, vous avez, je crois, 38,5 millions de personnes qui écoutent RFI en Afrique chaque semaine, ce qui est colossal. Colossal, c'est le cas de dire. Déjà, comment expliquez-vous ce succès? Alors, j'ai envie de l'expliquer pas comme patronne, mais comme auditrice. Parce que souvent, moi, je me régale. Alors, il y a l'info, évidemment, l'info, elle est en général vérifiée. Elle est alimentée par des reportages de terrain. Elle est internationale, donc elle vous ouvre sur le monde, alors qu'on peut étouffer au sein parfois de frontières trop étroites. Donc ça, l'info, elle est extraordinaire. Il y a la culture. Moi, je me régale. À la fin des journaux, maintenant, souvent, il y a une page culturelle. On découvre des musiques autres, des artistes, des cinéastes, des peintres, des sculpteurs. C'est magnifique, c'est ce qui donne le sel de la vie. La culture existe parce que la vie ne suffit pas. Et donc, je la trouve partout. Il y a des magazines qui me fascinent comme Priorité Santé. Moi, je l'écoute souvent parce que quand je veux avoir l'heure juste sur une maladie qui m'inquiète, sur un comportement qu'il faudra avoir avec mes enfants, que j'ai pas eu peut-être, j'ai l'heure juste et j'ai l'heure panafricaine parce que il y a les plus grands spécialistes africains passent dans l'émission aussi.
Et donc, je trouve que c'est intelligent, bienveillant, chaleureux. J'entends des confrères africains. J'ai des chroniques faites par des journalistes de la presse écrite africaine, tout ça. Je trouve que c'est une belle famille, quoi. Voilà, donc j'écoute, moi aussi. Et je suis contente d'être en symbiose avec ceux qui écoutent ici. Dernier mot concernant cette bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Quel message, finalement, voulez-vous transmettre à travers cette bourse? Et elle va prendre fin ou ça y est, c'est parti, c'est ad vitam aeternam? Ah là, j'oserais pas dire ça parce que il faut pas se porter malheur, mais avec cette association qui vient de se créer, je pense qu'elle prend une épine dorsale encore plus forte. J'ai envie de dire à tous les jeunes qu'il faut croire à leurs rêves, qu'il y a une génération montante qui, certes, qui est confrontée à des défis, ça semble un peu horrible après le Covid, les guerres partout, mais que dans ces cas-là, il faut justement se souvenir des valeurs essentielles, comme par exemple la liberté, celle qui fonde cette association, savoir qu'il y a du talent mais à revendre, ici aussi, hein, partout, mais ici, et qu'il faut croire en soi, et que ils n'ont pas fini de nous épater, les générations à venir, et j'ai hâte de les voir à l'œuvre. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame la présidente directrice de Média France Monde, d'être venue sur notre plateau et d'être venue donc à Abidjan à l'occasion de cette 10e édition en partenariat avec la RTI. Oui, je savais que j'oubliais une chose fondamentale, c'était en partenariat avec la RTI. Et je voulais justement vous remercier de m'avoir invité pour ce dialogue très vivant et remercier beaucoup. Sans la RTI, on n'aurait pas pu former les 20 candidats là et avoir des produits qu'on écoutera demain qui, à mon avis, sont très bien. Vous avez bénéficié de l'encadrement, des locaux, de tout. Donc c'était parfait, on n'aurait pas pu le faire sans, quoi. Donc la RTI, on les remercie, mais c'est nos partenaires de longue date. Donc, merci beaucoup. Vos remerciements à la direction générale. Si merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci encore et bon événement demain. Merci. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.